Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La composition de la prochaine législature au Sénégal. Le nombre de députés à élire reste fixé à 165, une décision qui découle d'un amendement voté ce 15 avril. La signature d'un accord controversé entre le Rwanda et le Royaume-Uni, un accord relatif à la migration clandestine est largement décrié par les ONG. Amnesty International parle notamment d'une idée scandaleusement mal conçue. Et puis un nouveau président pour la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. C'est le Camerounais Dieudonné Evou Mekou qui dirigera l'institution au cours de ces 5 prochaines années. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le lancement du cadre de concertation inclusif en Guinée, une structure lancée ce vendredi 15 avril par le colonel Mamadi Doumbouya et qui intervient un peu plus d'une semaine après sa création. Objectif, faire en sorte que les forces vives de la nation se concertent sur la transition et la gestion des affaires publiques. Mais ce cadre de concertation est boycotté par plusieurs partis politiques. Parmi eux, l'ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple de Guinée, qui réclame à ce que cette instance soit coordonnée par un observateur international. Au Sénégal, le nombre de députés qui siégeront au sein de l'Assemblée nationale au cours de la prochaine législature reste inchangé. Ce 15 avril, les parlementaires ont voté un amendement qui maintient leur nombre à 165. Avec la création du département de Keur-Massar en 2021 et l'augmentation de la population, les autorités voulaient faire passer le nombre de députés à 172. Les explications de Samantha Saberou Saboubanga. Au Sénégal, le nombre de députés à l'Assemblée nationale reste fixé à 165. Pour cause, les parlementaires de la majorité considérant qu'il n'y a pas de consensus relatif à l'augmentation du nombre de 7 sièges, ont fait un amendement pour le maintien du nombre initial, c'est-à-dire 65. Une loi adoptée vendredi 15 avril 2022 par l'Assemblée nationale. En fait, il y a deux postulats qui sont très importants qu'il faut préciser. Le premier, c'est que l'augmentation du nombre de députés n'est pas une volonté du gouvernement de pouvoir donner à un certain nombre de responsables politiques des postes. Il répond à un besoin en termes de démographie, en termes administratifs. Il y a plus de Sénégalais et il y a un nouveau département qui a été créé et ces deux éléments ont besoin d'être représentés à l'Assemblée nationale. L'idée d'augmenter le nombre de députés de 165 à 172 ne découle pas d'une volonté unilatérale, a argué le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, car il est le résultat d'un consensus trouvé lors des concertations menées avec les différents pôles politiques existant à l'Assemblée nationale, la majorité, l'opposition et les non-alignés, au terme de 4 rencontres, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Le projet, il est là, il est bon pour tout le monde, mais au lieu de le soutenir, on le dénigre parce que c'est proposé par le pouvoir. Et comme maintenant le pouvoir fait exactement ce que vous demandez, ce que l'opposition a demandé, c'est-à-dire de réduire le nombre de députés, Là, l'opposition dit non, il faut revenir à ce qui était prévu au départ. Mais ce qui était prévu au départ a été rejeté par l'opposition. Voilà, c'est ce jeu politicien dans lequel l'opposition sénégalaise pense étendre un piège au régime au pouvoir. Malheureusement, ce piège se refermait contre eux. L'augmentation du nombre de députés pour pourvoir en siège le nombre de départements de Keur-Massar et corriger la disparité territoriale dans la représentation nationale naît d'une forte augmentation de la population dans certaines localités sénégalaises. C'est un partenariat qui a déclenché la colère des ONG. Le Rwanda et le Royaume-Uni ont scellé le 14 février un accord selon lequel les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique seront envoyés au Rwanda. Largement décrié, ce partenariat devrait rapporter dans un premier temps plus de 140 millions d'euros à Kigali, un sujet de la rédaction. Un partenariat qui fait couler beaucoup d'encre. Le 14 avril, le Rwanda et le Royaume-Uni ont scellé un accord relatif à la migration clandestine. Accord selon lequel les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique seront relocalisés au Rwanda. Avec cette alliance, le pays d'Afrique de l'Est pourrait ainsi accueillir au cours de ces prochaines années des dizaines de milliers de personnes. Nous apportons notre contribution face à la problématique de la migration clandestine et nous allons venir en aide à ces personnes pour qu'elles puissent vivre dignement.
Nous comptons investir pour favoriser le développement des compétences et l'intégration économique et sociale de ces personnes. Un accord controversé et qui a déclenché la colère des organisations non gouvernementales. Amnesty International dénonce par exemple une idée scandaleusement mal conçue. D'une part, c'est le volet juridique de ce partenariat qui pose problème. Certains experts parlent d'une violation de l'article 33 de la Convention de Genève qu'a signé le Royaume-Uni. D'autre part, il y a aussi le volet moral, car avec ce projet financé par Londres, Kigali devrait toucher approximativement 144 millions d'euros. Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées. Du côté de l'opposition rwandaise, les réactions sont tout aussi vives. Franck Habineza, président du Parti vert démocratique du Rwanda, se dit préoccupé par ce partenariat qui pourrait, selon lui, aggraver les tensions liées à l'accès à la terre et aux ressources naturelles. Dans l'actualité également, le Burkina Faso intensifie ses efforts pour lutter contre le terrorisme. 3000 soldats supplémentaires vont ainsi être recrutés. Une information annoncée ce 15 avril par le ministre de la Défense, le général Aimé Barthélemy Simporé. Dans les détails, cette opération va s'étendre du 4 au 31 mai prochain dans les 13 régions administratives du pays. Toujours dans cette optique de renforcer les effectifs militaires, le Burkina Faso avait également lancé en mars dernier un ordre de mobilisation des anciens soldats. Mobilisation qui concernait, je cite, les militaires de catégorie sous-officiers et militaires durant admis à la retraite au cours des années 2019, 2020 et 2021. Il prend les rênes de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Le Camerounais Dieudonné Evou Mekou a été choisi pour diriger cette institution pendant ces 5 prochaines années. Celui qui occupait jusqu'ici le poste de vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale succède ainsi à l'équato-guinéen Fortunato Ofam Bonchama. Son portrait avec Roberto Bogbe. Le Camerounais Evou Mekou remplace l'équato-guinéen Fortunato Ofam Bonchama, arrivé en fin de mandat au poste de président de la Banque de développement de l'Afrique centrale. Le nouveau président de la BDEAC bénéficie ainsi d'un poste rotatif selon les règles qui régissent la gouvernance des institutions bancaires et financières sous-régionales. Il occupera le poste pour un mandat de 5 ans. C'est le couronnement d'une carrière administrative qui a commencé essentiellement dans une administration d'assiette, notamment le ministère des Finances au Cameroun. Il a passé le clair de son temps dans cette administration d'assiette dont les problématiques liées à la gestion des finances publiques, à la gestion de la monnaie, toutes ces problématiques étaient devenues un peu l'enfance de l'art pour lui. Figure connue de l'environnement économique, Dieudonné Evou Mekou a été directeur général de la Caisse autonome d'amortissement de 2005 à 2016. Cet organisme est chargé de la dette publique au Cameroun. Jusqu'à sa nomination à la BDEAC, il était vice-gouverneur à la Banque des États de l'Afrique centrale, poste occupé depuis le 6 février 2017. Il a travaillé dans l'administration centrale et on l'a sorti de là, on l'a nommé à la tête de l'institution que le Cameroun a créée en 1985 pour gérer toutes ces problématiques liées à l'endettement et liées au paiement de cette dette, au remboursement de cette dette. Au Cameroun, ça s'appelle la CAA, la Caisse autonome d'amortissement, qui avait un siège quelconque à Yaoundé et c'est sous son magistère qu'un nouveau siège extrêmement imposant a été construit. Il connaît il connaît l'administration publique, il connaît la gestion de l'or, il connaît la gestion de l'endettement, il connaît le remboursement de la dette, il connaît la titrisation des dettes. Au 30 juin 2021, le portefeuille de la BDEAC au Cameroun est constitué de 42 opérations, représentant un volume total d'engagement de 336 millions de francs CFA. Le secteur public représente 60% du portefeuille, soit 202 milliards de francs CFA pour 11 opérations pour le secteur privé. Au cours de ces dernières années, le Zimbabwe a entrepris des efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les autorités avaient notamment décidé de redistribuer des terres inexploitées après l'échec de la réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe en 2000. Pour concrétiser cet objectif, le pays a notamment pu compter sur sa filière maïs. Les précisions de Mildred Yamou.
Au Zimbabwe, l'agriculture demeure un secteur porteur de l'économie. Les principaux produits de consommation alimentaire du pays sont le maïs et les céréales. Fort de ce constat, le gouvernement s'est engagé au cours des dernières années dans la redistribution des terres inexploitées et la modernisation agricole afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Le Zimbabwe, jusqu'au moment de son indépendance, était le grenier à blé de l'Afrique et puis de l'Afrique australe surtout, et exportait beaucoup de denrées alimentaires. C'était l'un des plus grands producteurs de maïs. Pour que justement cette redistribution soit efficace et puis qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, il faudra que le gouvernement y mette des moyens financiers et techniques. Aider les populations à avoir les moyens techniques, ça veut dire les tracteurs, tout ce qui s'ensuit, et puis mettre des engrais aussi à leur disposition pour que l'autosuffisance alimentaire zimbabwéenne soit effective. Le Zimbabwe dispose d'un énorme potentiel agricole avec des terres cultivables capables de garantir son autosuffisance alimentaire. Le pays a une filière maïs bien portante. En 2021, par exemple, le Zimbabwe a récolté 2,8 millions de tonnes de maïs, soit le triple de la récolte prévue pour 2020, ce qui en fait la production la plus élevée depuis 20 ans. Ces dernières années, le président Emmerson Mnangagwa a adopté des politiques visant à attirer davantage de jeunes vers l'agriculture. Les impacts de cette crise se répercutent aussi au niveau de nos importations d'engrais de Russie et du blé d'Ukraine. Il y a peu, nos productions céréalières ne nous permettaient de couvrir que 2 mois de notre consommation annuelle, mais grâce à notre programme de redistribution des terres associé à nos travaux d'irrigation, le niveau de nos importations a significativement baissé. Nous œuvrons activement au renforcement de nos capacités de production afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et nous pouvons d'ores et déjà nous féliciter des bons résultats qui découlent directement des réformes engagées. Cependant, au Zimbabwe, l'inégale répartition des terres n'a jamais été résolue depuis l'indépendance du pays. Au début des années 2000, le gouvernement a procédé à d'importantes réformes agraires pour faire face à cette situation. Malgré ces efforts, le Zimbabwe fait régulièrement face à une pénurie alimentaire et le pays reste largement dépendant pour ses approvisionnements en produits alimentaires. Sa performance lui a valu le titre de meilleur marqueur de la saison de NBA. Le Camerounais Joel Embiid s'est notamment distingué le 9 avril dernier lors de la rencontre Philadelphie-Indiana. À 28 ans, ce natif de Yaoundé détient une moyenne de 30,6 points. Roberto Bogby. Joel Embiid devient le premier joueur né à l'international à remporter un titre NBA et le premier pivot à le remporter depuis Shaquille O'Neal en 1999-2000. Le natif de Yaoundé au Cameroun décroche le titre de marqueur de la NBA pour devenir le premier Sixers et le premier joueur international de tous les temps à dominer la ligue depuis qu'Iverson a remporté la dernière de ses 4 couronnes il y a 17 ans. C'est quelque chose je vais dire d'inespéré venant d'un enfant qui a découvert le basketball tard, mais qui malgré cela a réussi à gravir toutes les étapes une par une jusqu'à terminer au sommet. Joel Embiid, qui a pourtant raté la finale de la saison régulière, termine avec 30,6 points par match, soit 0,7 devant le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo. Embiid, le choix numéro 3 au classement général du repêchage de 2014, est devenu le symbole de l'effort de reconstruction des Sixers, désigné par son surnom The Process, harangué avant chaque match à domicile. À d'autres jeunes comme lui de pouvoir rêver à des carrières de super haut niveau. Je suis dans le quartier qu'il a côtoyé à ses débuts dans le basket, Boaikele, et je peux vous dire que ça a motivé plus d'un ici et je crois que dans les jours et les années à venir, on aura d'autres joueurs Embiid en NBA. Cette performance historique d'Embiid cache un autre record, celui du plus petit temps de jeu pour un meilleur marqueur depuis l'instauration de l'horloge avec 33,8 minutes de moyenne par match, encore mieux que Stephen Curry en 2015-2016 et la saison passée. En ligne de mire, un trophée de MVP de la saison dont il est un solide candidat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.